Alors, mon nom est Martin Blais. Je suis accompagné de Gabriel Nadeau. Gabriel, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Je suis Gabriel Nadeau, survivant de thérapie de conversion et gouverneur pour la Fondation Émergence. Merci, Gabriel, d'être avec nous. Malgré une plus grande acceptation de la diversité sexuelle et de genre et le consensus scientifique selon lequel l'attirance pour le même genre, l'expression créative dans le genre, la transidentité ne sont pas des maladies mentales, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes, bispirituelles se font encore souvent dire qu'elles peuvent et doivent changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. Alors, on va vous parler brièvement aujourd'hui des thérapies de conversion ou des efforts de conversion. Alors, qu'est-ce qu'une thérapie de conversion? C'est une intervention structurée, soutenue et... Je m'excuse. C'est un peu petit sur ma feuille. Alors, et spécifique, ayant pour but de changer, décourager ou réprimer l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'expression OS-IEG. Ce sont des techniques inspirées de principes psychothérapeutiques, médicaux ou religieux, donc qui prennent différentes formes, thérapie par la parole, thérapie aversive, hormonothérapie, accompagnement spirituel, par exemple. Alors, ces formes structurées, en fait, ce ne sont pas les seules, même que ce sont les moins fréquentes. Alors, ça s'inscrit dans une diversité de formes plus, plus molles, peut-être moins systématiques, plus informelles, mais qui visent néanmoins à changer l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre d'une personne à travers des conseils, des recommandations, faire en sorte qu'elle se conforme davantage aux normes hétérocis-normatives, à prévenir qu'elle devienne éventuellement gay, lesbienne, bisexuelle, trans, queer, ou à retarder son acceptation d'elle-même. Alors, je vais passer assez rapidement sur la méthodologie de l'enquête. Je pense que vous en avez entendu parler largement cette année, les années précédentes et depuis longtemps. Mais il y a quand même 3261 personnes qui ont répondu au bloc de questions sur les thérapies de conversion. Donc, je ne pense pas qu'on ait d'échantillons plus grands pour le Québec, en fait, sur ces expériences. Deux grands chiffres à retenir, 25 et 5. Donc, 25 %, donc une personne sur quatre, quand même, rapporte dans les communautés LGBTQ+ québécoises avoir vécu des efforts de conversion au sens large. Donc, s'être fait conseiller, peut-être, d'essayer de changer. C'est une des formes fréquentes de ces efforts plus générales. Mais les thérapies de conversion touchaient quand même 5 % des gens. Thérapies de conversion référant vraiment à des efforts structurés et systématiques. En fait, je dois dire qu'on a intégré dans sa vie la question des thérapies de conversion assez tardivement, vraiment à la toute fin, parce que le thème commençait à émerger juste avant qu'on parte en collecte de données. Puis on voyait les chiffres passer dans la littérature scientifique, puis on a tellement cette image du Québec comme d'une société ouverte, avant-gardiste, qu'on a un peu inclus les questions, mais vraiment d'une manière très exploratoire, et on ne s'attendait pas vraiment à ça, parce que ça ressemble quand même aux chiffres qu'on voit passer ailleurs. Puis on se disait, on n'est pas comme ailleurs. Donc, c'est quand même assez surprenant. Ça a étonné beaucoup de monde, mais il y a des personnes qui ne s'est pas étonné. Ouais. Comme Gabriel. Donc, puisque effectivement, c'est des chiffres qui ont impliqué des personnes de 18 à 80 ans, l'échantillon est quand même vaste et évidemment, il y a eu beaucoup de changements dans les pratiques au travers les années. Est-ce que, en fait, moi, ça ne m'étonne pas de voir cette proportion-là des gens qui ont été impactés par des thérapies de conversion. Sachant que c'est vraiment souvent dans le secret que ça se passe. Mais est-ce qu'on peut dire que ces données-là sont représentatives de la situation actuelle, puisque le passé des gens là, de 18 à 80 ans, justement, a été calculé dans l'échantillon? En fait, effectivement, c'est clair qu'on voit bien que pour des sous-groupes, en fait, ou pour les thérapies en tout cas, et les efforts de conversion ciblant l'orientation sexuelle, c'est vraiment des personnes souvent un peu plus âgées.
Donc, on le voit davantage et on voit vraiment les courbes qui descendent en fonction de la génération. Mais ce qui a été quand même étonnant à regarder les données, c'est que quand on pense à l'identité et à l'expression de genre, la courbe, elle ne diminue pas avec les générations, elle augmente avec les générations. Et pas tant pour les thérapies structurées que pour les efforts plus généraux. Et là, il y a vraiment donc cette idée que j'émets l'hypothèse, en fait, que la visibilité grandissante des parcours de transition crée quelque chose, donc crée quelque chose dans les familles, dans l'opinion publique, en fait, et peut-être une espèce de panique morale, une inquiétude du point de vue des parents, donc qui génère des discours qui ressemblent parfois à des efforts de conversion, à des conseils pour retarder ou prendre le temps d'y penser, va pas trop vite. Donc vraiment toutes sortes de propos en fait qui sont plus près des efforts de conversion et parfois des thérapies de conversion aussi. On va voir les profils qui se passent. Je dirais aussi peut-être que, évidemment, ce n'est pas un groupe homogène, hein, les communautés LGBTQ+. Et il faut quand même souligner que les personnes trans et non-binaires étaient beaucoup plus susceptibles, significativement plus susceptibles que les personnes cisgenres d'avoir été exposées à des efforts ou des thérapies de conversion. Que les identités ou orientations sexuelles qui apparaissaient peut-être moins socialement intelligibles, moins visibles dans l'espace public, comme par exemple les orientations queer, pansexuelles, asexuelles, avaient tendance à être plus ciblées par les efforts de conversion également. On constatait que les personnes racisées autochtones étaient 2 fois plus nombreux à rapporter avoir utilisé des services de conversion, avoir été en contact, en fait, avec de tels services. Et un des facteurs clés qu'on a observé, c'est vraiment la relation entre l'exposition à des thérapies de conversion et la religiosité des parents. Donc, l'importance pour les parents que leur enfant soit éduqué dans des valeurs religieuses et l'importance de la pratique religieuse chez les parents. Et ça représente en fait un des profils, un des 2 grands profils qu'on a pu identifier. Il y a un profil qui est vraiment assez typiquement associé à un contexte religieux et un autre et qui touche davantage l'orientation sexuelle, et un profil qui est plus typiquement associé aux professionnels de la santé et qui touche typiquement l'identité et l'expression de genre. Gabriel, accepterais-tu de nous parler un peu de ce qui concerne l'orientation sexuelle? Bien sûr. Donc, moi, mon parcours au niveau des thérapies de conversion, c'était effectivement dans la première catégorie, dans le milieu religieux. Je suis né dans un milieu familial très conservateur, protestant, pentecôtiste. Si vous les connaissez, c'est un peu les fuckés. Oh mon Dieu, je suis pas fin. Je sais pas comment dire ça. les bizarres. En tout cas, les pentecôtistes sont particulièrement intenses là, dans les protestants. On peut-tu rewind? C'est pas politiquement correct ce que je veux dire. Oh mon Dieu, j'ai pas de classe. C'est ça. En fait, c'est pourquoi je dis ça, là, qu'ils sont particulièrement effervescents. C'est déjà plus charmant comme terme. C'est que pour eux, l'homosexualité, en fait, c'est pas un trouble mental, c'est vraiment un esprit maléfique, un démon. Donc, j'ai grandi un peu dans la croyance que c'était très certainement une déviance, quelque chose contre nature. C'est vraiment qu'est-ce qui sortait, mais éventuellement, on m'a comme mis à l'aube de l'idée que c'était un esprit malin, un démon. Donc, quand moi, j'ai pris compte de mon orientation sexuelle autour de 9-10 ans, c'est sûr que j'avais en fait la certitude que moi-même j'étais possédé. Donc, j'ai vécu 3 thérapies de conversion. La première à 12 ans, la deuxième à 16 ans, la troisième à 18 ans, sous la forme d'exorcisme. Il appelait ça des séances de délivrance. Ça, je l'ai dit à ma mère. C'était malheureusement dans un triste contexte, mon premier coming out pour demander en fait une thérapie de conversion qui était un exorcisme.
Donc, j'ai dit à ma mère que j'avais un combat d'attirance avec les hommes. C'est pas mal la manière qu'il le phrasait. Puis donc, ma mère, elle a dit, ben, c'est pas grave, je suis là pour toi, je vais t'épauler là-dedans, on va faire ce cheminement-là ensemble. Puis donc, le cheminement était de m'amener dans une séance de délivrance spéciale, là. Donc, j'ai jeûné 3 jours. Puis là, tu sais, c'est un exorcisme, je sais pas, faut que je le décrive, mais ou si vous voulez l'entendre, mais en tout cas, c'est vraiment de se faire crier dans les oreilles là, avec des gens qui nous entourent, puis boire de l'huile d'olive qui est un peu l'eau bénite des protestants. Mais puis c'est ça, tu sais, eux, ils ont l'idée que quand le démon il est en train de sortir, il faut qu'il se manifeste. Donc, c'est pour ça qu'il crie plus fort. Puis il y a un genre de processus un petit peu. Ben c'est là où vient la violence de l'exercice. Là. Fait que c'est ça, à un certain point, il fallait réagir. Sinon, bon, moi, c'est juste que je pleurais. Donc, c'est ça, ça a été un processus très violent pour moi que, heureusement, j'ai demandé parce que c'est moi qui l'ai dit à ma mère. J'ai fait mon coming out pour avoir un exercice parce que moi-même, je voulais absolument pas être gay. Voilà, donc, pas mal ça. Merci, Gabriel. Tu parles en fait du fait que tu as demandé toi-même à vivre ça, puis ça fait partie en fait de ce qui nous a étonnés aussi en regardant les données, c'est qu'il y a quand même une personne sur 2 ou plus qui a consenti au service de conversion. Évidemment, c'est un peu compliqué parce que, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, Gabriel, éventuellement. C'est un peu compliqué parce que quand on leur demande, d'une part, avez-vous consenti, c'est la moitié ou plus qui disent avoir consenti. Pour une autre part, en fait, les parents ont consenti. Évidemment, on parle aussi de mineurs, là, donc pour qui les parents doivent intervenir. Mais quand on leur demande si les services étaient clairs pour eux, là, donc il y a 2 types de barres. Là. Il y a avez-vous consenti, c'est les grandes barres, puis à l'intérieur de ces barres, il y a la proportion de personnes qui étaient au clair avec ce que ça voulait dire consentir. Puis là, on voit que ce n'est plus les mêmes chiffres. Donc, oui, il y a la moitié des gens qui ont consenti, mais dans cette moitié-là, il y en a juste la moitié qui comprenait ce que ça voulait dire. Et donc, est-ce que c'était clair pour eux les objectifs de conversion? Non. Ils savaient qu'ils s'engageaient dans une démarche. Ils savaient qu'ils s'engageaient dans une démarche qui visait à les aider, mais qu'est-ce qu'ils visaient exactement, précisément, comment ça allait se passer? Ça, c'était beaucoup moins clair. Et ça nous a aidé quand même à mettre un peu en contexte ces chiffres quand même étonnants, qui, toi, t'ont pas étonné quand on en a parlé, mais quand même qui moi, m'ont étonné, d'une personne sur 2, en fait, qui a en apparence, en tout cas, consenti à ce type de pratique. La famille était également quand même assez souvent consentante. Et ça nous a... plus ou moins étonné, en fait, pour des mineurs. Puis, un des éléments intéressants, en fait, dans toute cette question du consentement, c'est quel type de consentement il y a quand toute notre vie, on se fait dire qu'il serait mieux qu'on soit autre chose, que ce que l'on est mal, devrait être modifié, devrait être changé. Alors, on est vraiment comme dans... J'hésite toujours un peu à utiliser le mot aliénation, mais on est un peu dans une forme d'aliénation quand même, parce qu'on en vient à être convaincu qu'il vaut mieux être quelque chose d'autre que soi-même, et c'est ce qui semble, en tout cas, dans le portrait qui se dégage, avoir joué pour beaucoup dans cette question du consentement. Et quand voilà, donc Gabriel et moi, on en a parlé, puis moi, je lui faisais part de mon étonnement, puis Gabriel, à travers son expérience... Je levais les épaules sans étonnement, en fait. Ouais. C'est certain que pour connaître un milieu qui conditionne tellement fortement pour l'homophobie, qui solidifie l'homophobie intériorisée de manière même pas sournoise, tellement manifeste, pour moi, le consentement, c'est même pas un objet de surprise, puisque dans mon cas, c'était même pas un consentement, c'était moi qui l'ai demandé.
Et à 16 ans et à 18 ans, donc à la première, à 12 ans, j'ai fait à croire à ma mère que the demon was out, que le démon était sorti pour un peu la garder hors de ce dossier-là, parce que ça ne me tentait pas qu'elle me pose tant de questions. Là. Mais évidemment, quand j'ai eu les moyens de me rendre secrètement par mon propre chef à 16 ans et à 18 ans, revivre un exercice, mais je l'ai fait. Donc, je veux dire, j'ai consenti à moi-même. Mais dans mes 3 thérapies de conversion, sauf la dernière, j'étais absolument mineur. Ce qui fait en sorte que, je veux dire, le jugement d'une personne mineure, c'est certain qu'il faut regarder autour de son cercle, là. Le cercle qu'il a socialisé. Moi, je veux dire, à quel point j'avais un sens critique pour dire non, moi je suis gay, elle est toute pétée dans les fleurs. Tu sais, c'est impossible de faire ça parce que quand justement on est tellement profondément wired, ça, c'est un terme anglais, là, mais conditionné en fait à penser que c'est une abomination, que ça va nous amener en enfer, que c'est un péché, que c'est contre nature. Quand on a une porte de sortie et on la prend, donc ça a été mon cas. Ouais. Merci, Gabriel. On a aussi sondé les motivations des personnes à s'engager, merci Rim, à s'engager dans des thérapies de conversion. Et les plus grands carrés sont les motivations qui ont été les plus endossées. Donc, quand le carré est plus petit, la motivation l'a été un peu moins. Mais on constate en fait que si on regarde les personnes qui ont vécu, qui sont passées dans des services de thérapie de conversion de l'orientation sexuelle, vraiment, ces personnes pensaient que ce serait plus facile pour elles et pour leur futur si elles essayaient de changer leur orientation sexuelle. Donc, c'est vraiment la motivation qui a été la plus endossée. Et on voit en fait que c'est la même motivation aussi pour les personnes qui sont passées par des services de thérapie de conversion de l'identité ou de l'expression de genre. Vraiment, cette idée qu'on a l'impression que ça va être plus facile pour soi et que ça va nous aider pour le futur. La deuxième motivation la plus endossée chez les personnes qui sont passées par des thérapies de conversion de l'orientation sexuelle, c'était le fait qu'ils ne pouvaient pas dire non à la personne qui l'a proposé. Et là, on vient vraiment à cette question du consentement libre et éclairé, des influences, des personnes qui sont autour de nous, à qui on peut ou on ne peut pas vraiment librement dire non. Il y avait aussi l'idée qu'on allait plaire aux proches, donc qu'ils allaient être plus contents de nous si on acceptait. Il y avait la volonté aussi de devenir hétérosexuel et cisgenre parmi les motivations. Donc, c'est aussi une des motivations qui a été endossée parce qu'il y avait, et je pense que ça fait peut-être partie aussi de ton expérience, il y a quand même cette idée que le souhait, il nous apparaît réel en tout cas. Ah oui, absolument. Moi, c'était vraiment les 2 dernières. Là, donc, en fait, améliorer le futur. Parce que c'est ça qu'on avait discuté ensemble, Martin et moi, quand j'ai été au fait des résultats de l'étude. C'est que le futur est vraiment peint comme quelque chose de très noir quand il n'y a pas de modèle. Puis il n'y a pas de personne que tu peux voir autour de toi que ça a fonctionné. Dans ce temps-là, dans les médias, c'était pas vraiment ça aussi. Donc, être homosexuel, c'est un peu équivalent à une vie de tristesse et de déviance ou d'abnormalité dans les yeux de quelqu'un qui n'a jamais vu des modèles pertinents. Donc, l'hétérosexualité, c'est la solution, puis des thérapies de conversion, c'est la voie pour atteindre un futur plus lumineux, meilleur. Donc, définitivement, c'était ma motivation principale, moi également. Merci, Gabriel. Alors, en conclusion, en 1 minute, vous voyez que je me fais servir ma propre médecine. Alors, Savie est quand même la première étude à avoir étudié les thérapies de conversion au Québec dans un aussi large échantillon, mais aussi, il y en a eu quelques-unes, en fait, du Community-Based Research Center au Canada. Bien, chez les hommes, en fait, uniquement hommes cis, hommes trans. Mais on est vraiment la première enquête à avoir produit aussi des données donc dans des groupes beaucoup plus diversifiés parmi nos communautés.
Je pense qu'une des choses qu'il faut retenir, en fait, c'est le deuxième point, c'est vraiment que les efforts de conversion résultent d'un effort concerté entre plusieurs acteurs. On n'a pas beaucoup parlé de la question du milieu de la santé et des expériences des personnes trans, mais c'est vraiment présentement, en fait, ou jusqu'à tout récemment, là, on sait maintenant qu'il y a heureusement des lois qui ont été mises en place, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler pendant la période de questions. Mais jusqu'à tout récemment, en fait, ça concerne beaucoup encore les personnes trans ou d'expression de genre non conforme aux stéréotypes traditionnels. Et c'est exercé par des professionnels de la santé, mais de concert, en fait, avec des demandes parentales. Aussi, un peu plus pour l'orientation sexuelle des congrégations religieuses. Alors évidemment, je vous apprends rien si je vous dis que les familles doivent être soutenues et conseillées dans l'acceptation de leurs enfants. Et que si l'interdiction légale des pratiques de conversion, c'est une étape importante, ça envoie certainement un message fort sur la nature non éthique et nuisible de ces pratiques. Mais il faut quand même garder en tête que ce sera que les pratiques confessionnelles restent, elles, assez présentes. Est-ce que j'ai eu un stop? Pas encore. Ça s'en vient. Je suis sur le bord d'avoir un stop. Alors, je vais m'arrêter pour qu'on laisse la place à la discussion, mais je vais quand même dire que les professionnels ont besoin d'être formés également.